Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. J'avais promis dans mon bilan vidéo 2017 de ma chaîne YouTube, j'avais dit qu'il y aurait pas mal de surprises en 2018 sur ma chaîne. Et ben c'est déjà la première, je n'ai pas menti, car je présente ma première vidéo importante de l'année avec une seconde personne, Cyril. Cyril, comment vas-tu? Bien. Parfait, eh ben, c'est la forme. Et donc là, ça va être un vidéo débat sur un sujet important, puisque c'est un sujet qui remue tout l'internet. C'est qu'est-ce qu'on a pensé. Ce sera un débat sur le dernier Star Wars, Star Wars 8, les derniers Jedi. Alors tout simplement, moi j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est sortie il y a un mois. C'était vraiment à chaud, c'est une vidéo qui est sortie un jour après la sortie du film, donc c'était une critique plutôt dithyrambique sur le film. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, je vais un peu plus nuancer mon propos, mais j'ai toujours beaucoup aimé ce film. Et toi Cyril? Bah oui, mais c'est pareil en fait, c'est-à-dire que petit à petit, le film dure 2h30 et au début j'étais mitigé aussi, mais petit à petit je suis rentré dans le film. Pareil. Ouais. Mais alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, le titre, il y a déjà un débat là-dessus sur le titre, c'est quand même fou. Alors le titre en français, c'est Les Derniers Jedi. Dans les interviews, a priori, Rian Johnson a dit que pour lui, au départ, le film s'appelait Le Dernier Jedi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur d'interprétation ou qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, si ça a été une erreur d'interprétation, tout le monde l'a faite. Parce que j'ai été chercher le titre original, le titre qui a été choisi en italien, en Italie et en Espagne, ils ont aussi choisi le pluriel. Ouais, Avant même que ce soit j'ai le vu ça titre aussi. en français Ouais. avec les derniers Jedi. Donc tous ont choisi le pluriel. Il n'y a que en anglais que c'est The Last Jedi sans marque du pluriel. Moi, ça n'a absolument pas choqué. C'est une polémique à la limite que je comprends même pas. C'est le sujet du film. C'est-à-dire que tout simplement, il y a une raison narrative. Au début du film, on parle du dernier Jedi. On sent que c'est Luke. Et petit à petit, on comprend, ce qu'on nous fait comprendre dans ce qui est raconté, qu'à la fin, ce sont les derniers Jedi. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs derniers Jedi possibles, potentiels. Pour moi, c'est le sujet du film. On passe du singulier au pluriel. Donc pour toi, c'est carrément le propos du film. C'est le propos du film. Donc ça n'a pas à être une polémique en fait. Maintenant, The Last Jedi en anglais, je pense que c'est neutre. C'est pas forcément singulier. The Last Jedi, ça peut aussi être compris comme quelque chose de neutre. Ça peut être. De toute façon, Jedi n'existe pas au pluriel de toute façon. Hein. Ouais. Ça n'a jamais été au pluriel Jedi. Un mot inventé, donc. Voilà. Donc, pour toi, donc, le fait qu'on passe de le dernier Jedi à les derniers Jedi, pour toi, c'est carrément le propos du film. C'est entre le début et la fin du film. Donc, c'est la finalité du film. D'accord, ok. Bon, alors on va rentrer maintenant avec les choses qui posent problème pour pas mal de personnes. On est ici pour débattre tous ensemble. D'ailleurs, j'attends de votre part, vous, de nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mettez dans les commentaires, car je souhaiterais que ce soit un débat interactif. Donc n'hésitez pas, hein, je souhaiterais que nous débattions ensemble. C'est ça le but d'une vidéo débat. Alors, c'est qu'il y a beaucoup dérangé les fans et le grand public en général qui n'avaient pas vraiment l'habitude de voir ça, c'est l'humour. Et en plus, l'humour arrive très rapidement dans le film. C'est même l'intégration, l'introduction de la première grande scène d'action du film. C'est l'humour. Qu'est-ce que t'en as pensé, l'interaction entre Poe et le commandant? Général Hux. D'abord, le film au départ s'appelle Space Beer. Exactement comme à l'époque, le Retour du Jedi s'appelait Blue Harvest. Le titre de travail, c'est Space Beer. C'est déjà un titre assez rigolo. L'ours de l'espace, Space Beer. Ensuite, effectivement, cette première scène, il y a deux choses à dire. Oui, elle est rigolote, parce qu'il y a Poe qui se fout de la gueule clairement du général Hux. Est-ce que ça traîne en longueur? Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que ça traînait en longueur. Finalement, on comprend rapidement qu'il gagnait du temps. Il y a une autre chose, un autre petit truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est une scène qui se déroule pendant la fin du film précédent. C'est-à-dire, c'est comme si ça faisait ça. Voilà. Au lieu c'est la suite directe, parce que on revient un petit peu avant
Mhm. sur ce qui s'est passé dans le film précédent. Le personnage gagne du temps, voilà. Mhm. Ce qui est curieux, c'est que ça donne le ton du film, parce qu'effectivement, le film est assez amusant, Mhm. même s'il est de moins en moins. C'est-à-dire, finalement, je trouve que l'humour est beaucoup mieux géré après. Ce début, c'est vrai quand même que c'est assez marrant. Il se fout de sa gueule. Oui, Et oui, et c'est... ce qui m'a plus choqué, en fait, On a, c'est on a que... l'impression, on a même l'impression que cette Hmm. séquence aurait pu être dans le film de Mel Brooks, Voilà, La folle histoire de Spaceball. l'espace. Alors, la folle Et histoire je de me demande l'espace, même sur la folle histoire de l'espace, il n'y a pas une scène comme ça. Je me pose même la je question. pense qu'ils y ont pensé, parce qu'il se trouve, ça j'ai été chercher, il se trouve que La folle histoire de l'espace est sortie il y a pile 30 ans, Mhm. par rapport au film. Il y a pile 30 ans d'écart entre les deux films. Euh, le, le- Il y a une autre scène humoristique un peu plus loin dans le film, c'est lorsque ils pénètrent dans le vaisseau, ils doivent se déguiser, Mhm. et on a en gros plan un fer à repasser qui vient s'appuyer sur le costume. Le fer à repasser est filmé comme un vaisseau spatial, traditionnellement dans Star Wars. C'est une référence au tout premier fan-film qui est sorti en 77, Mhm. fin 77, début 78, qui s'appelait Hardware Wars, dans lequel on voyait carrément un fer à repasser qui combattait dans l'espace un grippin qui le pourchassait. Et le grippin lui envoyait les toasts vers lui comme projectile. C'est un petit fan film qui dure une dizaine de minutes. Il est visible, complètement délirant. il est visible sur Internet. Il est visible sur YouTube très facilement. Hardware Wars, il n'est pas sous-titré, c'est pas grave. Hardware Rose. Voilà. D'accord. Donc 77-78, et on a même l'impression que Mel Brooks l'a vu. Quand Mel Brooks utilise un aspirateur carrément comme vaisseau spatial, on sent qu'il a sûrement vu Hardware Wars, donc un petit court-métrage qui dure une douzaine de minutes. Rian Johnson, il fait clairement référence lorsqu'il montre ce fer à repasser filmé comme un vaisseau spatial. Voilà. C'est un ton humoristique qui est assumé, donc il faut s'y faire. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que ce ton-là, un petit peu détaché, j'ai quand même toujours l'impression d'être devant un fan-film, comme il y a eu tant depuis 30 ans en fait. Mm. C'est très très difficile à sentir, parce que finalement on rentre dans le film et on sent que le film il nous dit des choses, il nous rajoute des choses sur cet univers-là, et finalement très très précis, c'est-à-dire qu'on est bel et bien dans le canon Star Wars. Mhm. Mais à chaque fois, que ce soit le Réveil de la Force ou Rogue One ou le dernier Jedi, j'ai l'impression d'être devant d'abord un fan film. Voilà. Mais c'est pas gênant ça? Parce que moi, ça m'a gêné au début, ça me gêne au début, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, on comprend que le film nous parle de quelque chose et puis on avance. Mais c'est quand même l'effet que ça me fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'apport de... Bah, ça a toujours été le cas dans les Star Wars, mais l'apport des créatures qui sont là... bon, alors la mauvaise langue vont dire que c'est pour vendre, que Disney c'est pour vendre des peluches. Hein. Toujours ça a été le cas. Les Ewoks c'était aussi... voilà, c'est important les Ewoks. Mais Lucas, enfin le merchandising a vendu énormément de peluches Ewoks à l'époque. Il y avait des Ewoks partout, comme il y avait des E.T. partout. Là, je pense, je suis pas allé dans les boutiques Disney, hein, j'imagine qu'il y a ces peluches. Le Porg a été présent sur la boutique dès la sortie de la bande-annonce. D'accord, je savais pas. Ok. La peluche Porg a été présente dès la bande-annonce. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de ces créatures? Est-ce que c'est pour tout simplement vendre des peluches? Est-ce que c'est pour tout simplement étoffer l'univers? Ou est-ce que c'est pour mettre des gags en plus? Ou pour plaire aux enfants? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il s'est passé autre chose en fait, autre chose. Je veux dire, carrément, c'était carrément les Porgs, la présence des Porgs, ces petits personnages-là, qui sont sur l'île où se trouve Luke Skywalker, c'était d'abord une contrainte de tournage. Alors d'abord, sur le merchandising, il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est pas George Lucas qui a commencé, c'est la planète des singes. Lorsque les films
ont été finis. Il y a eu la série télé. Et à partir Tu de parles la série télé, les premiers films d'appel des singes. les premiers, oui, les films des années 60. On est en tu parles- 73, tu parles des 74. pas les premiers films. Hein. Voilà, 73-74, c'était les premiers cas de Marconizing. Il me semble peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai vraiment retenu celui-là parce que c'est antérieur à Star Wars. Mais ça n'avait pas marché. Après, George Lucas, bon, c'est ce qu'il a fait. Ben, il a imposé ce Marconizing à la Fox à l'époque. La Fox n'y croyait pas et George Lucas avait insisté là-dessus. C'était parfaitement justifié à l'époque, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que George Lucas était indépendant, totalement indépendant. Il ne finançait les films que grâce à ce Marconizing. Alors les films rapportaient de l'argent, mais il le disait lui-même, ce qui rapportait aussi énormément, c'était ce Marconizing. Donc ce Marconizing était utile pour financer les films à sa manière, de manière totalement indépendante. J'ai quand même envie de dire que depuis que c'est chez Disney, ils ont plus vraiment des films indépendants, il n'y a plus vraiment besoin de Marconizing. Mais c'est une tradition. Alors, on continue. Ok. Maintenant sur les Porgs. Alors, l'île de Skellig, sur laquelle ils ont tourné, Rian Johnson et de toute façon une équipe de tournage avait déjà tourné sur l'île de Skellig pour la dernière scène du Réveil de la Force. Donc ils savaient à quoi ils avaient affaire avec cette île-là. Sur cette île, c'est une île protégée par l'UNESCO. C'est un site protégé. Et il y avait une tonne de macareux. Des macareux partout. C'est un film de science-fiction. C'est une île qui est censée être sur une planète ailleurs. Les macareux, ils ont gêné. C'est-à-dire que l'idée avait été de les enlever, d'abord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut les enlever? Non, c'est un site protégé. Il fallait les garder. Il s'est passé une autre chose en même temps, entre les deux films, entre Le Réveil de la Force et Le Dernier Jedi. C'est Pablo Hidalgo qui le raconte. C'est un des responsables du Lucasfilm, on va dire. Les Porgs ont été dessinés, ont été designés en pré-production. Donc ils savaient qu'ils voulaient mettre ces bestiaux-là quelque part dans le film. Lorsque Rian Johnson a vu cette contrainte de tournage arriver, qu'il fallait faire avec les macareux, ben, il s'est dit, on va filmer avec les macareux dans le champ. Et c'est pas grave, à chaque fois qu'il y aura des macareux, ben, on va y mettre les Porgs à la place. Donc ils ne savaient pas trop où mettre les Porgs, mais à partir du moment où ils ont commencé à faire les préparations de tournage pour rester un peu plus longtemps sur l'île de Skellig, et ben, tout simplement, ils ont remplacé les macareux qui étaient présents par les Porgs. Pour beaucoup de personnes, Rian Johnson a voulu un peu déconstruire le mythe de Star Wars avec ce film, c'est-à-dire que voilà, il a repris les points forts, on va dire les scènes fortes, les moments forts des Star Wars, et il a essayé de les déconstruire pour surprendre le spectateur. Par exemple, il y a une scène qui a fait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour certains fans pour que ça fasse beaucoup de bruit. Mais par exemple, la première scène, la première rencontre entre Rey, parce que le film, l'avant-dernier film, Le Réveil de la Force, s'est terminé comme ça. Rey s'approche de Luke, elle va lui tendre le sabre et le film se termine. Là, le film commence donc avec cette scène-là. Luke prend le sabre et il le jette. Et ça choquait beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça ne m'a pas... Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça? Est-ce que c'est vraiment une volonté de déconstruire pour créer justement autre chose? Est-ce que c'est un but conscient de faire la table rase un peu sur le passé pour créer, on va dire, une autre mythologie Star Wars? Parce qu'on sait, et ça c'est pas une rumeur, c'est signé, a priori Rian Johnson va être responsable d'une nouvelle trilogie avec de nouveaux personnages, visiblement un nouvel univers qui n'a a priori strictement rien à voir avec la précédente, mais alors rien, enfin en tout cas c'est ce qu'on comprend. Hein. Moi je pensais que ces trois films à venir de Rian Johnson, ce que je me suis dit tout de suite, c'est chouette, il va nous parler des origines des sites et des origines de la vieille République. Évidemment, ça n'a rien à voir. Il a dit clairement non, ce sera pas ça. Ce sera autre chose, donc totalement autre chose. Okay. Donc alors est-ce que tu penses que ce qu'on voit dans ce film, c'est pas déjà une amorce? Ou pour toi, est-ce que c'est une amorce ou pas? Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, j'ai l'impression que oui. Je n'ai pas trop envie d'aller dans cette direction-là parce qu'on n'en sait rien. Donc, restons dans le cadre du film, dans ce qu'il nous raconte. Luke Skywalker, oui, effectivement, bon, il le jette.
Ce qui est juste un effet, puisque le sabre n'est absolument pas perdu, il est récupéré, c'est pas vraiment un problème. Mais ça signifie effectivement quelque chose. Dans ce film-là, dans ce qui nous est raconté, le destin de Luke, est intimement lié au destin de Kilogramme, là, Kylo Ren. Ben, Ren, peu importe. Donc ce geste, encore une fois, il choque dès le début. C'est vrai que à la limite, ça fait un petit peu curieux, ça choque, ça fait même peut-être drôle. Il reste, c'est pas grave parce que c'est expliqué petit à petit après. Pourquoi il fait ça? Bon, bah oui, on comprend qu'il y a un gros contentieux entre Kylo Ren et son neveu, hein, donc, et Luke. Alors ça, moi, c'est... Toi, en tout cas, ça ne t'a quelque chose à dire là-dessus. Ça ne t'a pas dérangé cette scène en tout cas. Ça m'a pas dérangé. Moi, je trouve même le film très culotté parce qu'il nous dit, il nous raconte quelque chose qui me rappelle un film. Je veux dire carrément là, on va rentrer dans le vif du sujet là. Pour moi, ce film, c'est L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, un western de 1962 avec James Stewart, Lee Marvin et John Wayne. On préfère très souvent se souvenir de la légende plutôt que de la réalité. Pour moi, c'est exactement le propos des derniers Jedi. D'accord. Luke, on ne va le chercher que parce que c'est une légende. D'accord. Rey, jusqu'à être en face de lui, ne croyait même pas en son existence. C'était vraiment une légende. Donc effectivement, c'est aussi un choc pour Rey, pour le personnage de Rey. Pour en arriver là, elle en a chié, elle lui tend le sabre laser et il le jette. Il y a quelque chose derrière la légende, quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce qu'on nous raconte. Et on a effectivement un peu plus tard, carrément 3 fois le point de vue de ce qui s'est passé entre Kylo Ren et Ben. Donc, et tout le sujet du film est là. D'accord. Bon, alors on va continuer. Autre chose qui a beaucoup gêné, alors, le film n'est pas, ça je l'ai dit dans ma vidéo, n'est pas, on est bien d'accord, un remake de l'Empire contre-attaque, puisque on a beaucoup critiqué avec le précédent film qu'il était un remake d'Un Nouvel Espoir, en tout cas dans sa structure évidemment. Là, on va dire que c'est pas le cas, mais il y a quand même 2 arcs narratifs, voire même plus, si on regarde bien, dans ce film-là. Et l'arc narratif qui a le plus gêné, c'est entre Finn et Rose, qui pour beaucoup de spectateurs ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'est pas le cas. Ça sert vraiment à quelque chose, mais c'est... disons que ça n'avance pas énormément comparé à l'arc narratif entre Rey et Luke, qui est un moment très fort. Ce que ces 2 personnages-là font, Finn et Rose, ils vont chercher un pirate informatique pour... qui en définitive les trahit. Oui, pour déconnecter. D'abord, ils vont chercher ce pirate pour déconnecter le traçage que l'Empire fait sur les vaisseaux de l'Alliance. Les vaisseaux de l'Alliance ne peuvent s'échapper que grâce à ce pirate. Mais qui ne sera pas fait via cet arc. C'est un échec, ils n'y arrivent pas parce que le personnage de Benicio del Toro donc s'appelle DJ, et ça veut dire don't join. C'est Ryan Johnson qui l'a dit carrément, ça veut dire don't join. Donc ça veut dire qu'il il est pire que Yann Solo dans la première trilogie, c'est que il est trahi. Il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que ce film-là vient après plein de jeux vidéo et aussi Star Wars Rebels, le dessin animé Star Wars Rebels. Dans Star Wars Rebels, on a un dessin animé, on en est à la 3e ou 4e saison, peu importe. Dans ce dessin animé, il y a un personnage qui s'appelle Hondo et qui est un traître. Il est moins radical que DJ dans Le Dernier Jedi, mais Hondo, c'est un traître. C'est un vendeur, un entrepreneur qui va s'adapter au plus offrant à chaque fois. Donc pour toi, il y a déjà un précédent. La réponse à ça. Il y a un précédent dans l'univers de Star Wars. Après, si on veut vraiment être un peu médisant, il y a également ça dans l'Empire contre-attaque. Londo. Il y a aussi, c'est un traître aussi. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce film n'est peut-être pas un remake, mais est-ce que c'est un film miroir avec le précédent film qui fait écho pour mieux le déconstruire quelque part. Il y a une petite vidéo sur Vimeo. Ce qui n'est pas le cas du film de J. Brahms, qui était plus vraiment dans on va dire dans l'adoration. Là, on a l'impression peut-être qu'il y a plus un effet miroir pour mieux le déconstruire. Moi, ça va même plus loin. En fait, d'abord,
je crois pas que ce soit grave, parce qu'il faut quand même comprendre une chose. Il y a une petite vidéo qui tourne sur Vimeo, qui est sur Vimeo, qui s'appelle Star Wars Poetry, dans laquelle, qui commence par George Lucas, qui rappelle que les Star Wars sont écrits comme des rimes. C'est-à-dire chaque épisode rime avec un autre épisode. Ça se voit avec la prélogie et les épisodes des années 80. Il y a un parallèle entre Luke et Anakin Dark Vador. Une raison précise, c'est pas le sujet. Donc, que les épisodes 7 et 8 ressemblent aux précédents, c'est tout à fait normal. On ne serait pas dans un Star Wars si ce n'était pas le cas. C'est quasiment la règle depuis le début, instaurée par George Lucas. Il faut que ça rime, en fait. Petite vidéo s'appelle Star Wars Poetry, ça le démontre très bien, elle est sur Vimeo. Ensuite, moi je dirais, oui, il y a un petit peu du remake de l'Empire contre-attaque, parce qu'effectivement, d'abord parce que les personnages se séparent. Il y a, le groupe est séparé. Il y a Finn et Rose d'un côté, il y a Rey d'un autre côté, et Poe avec Leia. Donc les personnages sont séparés comme dans l'Empire contre-attaque. D'abord, c'est une figure narrative qui a été dégrossie par Joseph Campbell. Tolkien avait fait exactement la même chose. Oui, de toute façon, je pense que toutes les trilogies, toutes les bonnes trilogies, quelque part, même le Parrain 2 faisait un peu ça. Enfin, on est obligé d'en passer par là. Mais pour moi, c'est carrément aussi, sur les 2h30 de film, j'ai carrément eu l'impression d'être aussi devant le remake de Retour du Jedi. À la fin, c'est le Retour du Jedi, c'est pas l'Empire contre-attaque. La scène où Snoke manipule Kylo Ren pour qu'il tue, pour qu'il s'en prenne à Rey, est filmée très exactement, mais vraiment, ce sont le même mouvement de caméra, ce sont les mêmes valeurs de plan, et c'est la même musique. On entend la musique de l'Empereur à ce moment-là qui est citée. C'est la même scène qu'à la fin du Retour du Jedi entre Palpatine, Dark Vador et Luke. D'accord. La scène finale, ça se voit, c'est vraiment le retour du Jedi. Carrément aussi, c'est aussi même cité dans la musique, puisqu'on vraiment c'est la même musique pour les deux moments. Lorsque le Faucon Millennium, dans les derniers Jedi, pénètre dans les sous-sols, on a exactement le même visuel qu'à l'intérieur de l'étoile noire à la fin du Retour du Jedi. Sauf que c'est de la roche, et dans le Retour du Jedi, c'était l'intérieur de l'étoile noire. Mais c'est vraiment filmé pareil, et c'est la même musique qu'on entend. Donc il y a plein d'autres choses qui prouvent aussi qu'on va carrément jusqu'au Retour du Jedi. Moi, ce qui me fait quand même halluciner, c'est que ça va être quoi l'épisode 9 ? Parce que si l'Empire contre-attaque c'est fait et le Retour du Jedi c'est fait, là, on est perdu pour l'épisode 9. Réalisé par J.J. Abrams, voilà. N'oublions pas, qui a été... alors c'est très drôle, il a été conspué pour l'épisode précédent, et maintenant il y a des fans qui regrettent qu'il n'a pas fait cet épisode-là. En même temps, même lui l'a regretté, c'est-à-dire que lorsqu'il a lu le scénario, il a dit il avait adoré voulu le faire. Il avait adoré le scénario. Peut-être que dans la continuité, ça aurait été mieux. Après... Peut-être que c'est justement le fait qu'il y ait Rian Johnson qui a tenté... Parce que je pense que J.J. Abrams ne l'aurait pas déconstruit. Je pense qu'il est tellement fan de Star Wars, parce qu'il a dit, il est beaucoup plus fan de Star Wars que de Star Trek. Pour le coup, peut-être qu'il aurait moins eu d'audace avec J.J. Abrams l'a toujours dit, depuis Lost, c'est qu'il est particulièrement fan de l'Empire contre-attaque. Si on avait eu J.J. Abrams pour ce film-là, là on aurait eu carrément vraiment un remake de l'Empire contre-attaque. N'oublions pas aussi une chose, c'est que Rian Johnson est l'auteur du scénario. Il a carrément aussi écrit, je ne sais pas où ça en est, mais il a quand même écrit aussi le développement de l'épisode 9. Ce sera sûrement réécrit, bon voilà. Faut aussi préciser une chose, c'est que Rian Johnson l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit, il a coécrit le scénario de cet épisode 8 avec Carrie Fisher. Carrie Fisher, faut pas l'oublier, elle était scénariste aussi, et script doctor, elle corrigeait carrément les scénarios à Hollywood. Donc c'est quand même pas rien, Carrie Fisher a écrit le scénario de Disney Jedi avec Rian Johnson. Donc on va faire un film d'auteur. Il est l'auteur du scénario qu'il met en scène. Et vraiment, je pense que ça va plus loin que le simple remake de l'Empire contre-attaque. Donc justement, là, belle perche, on parle de Carrie Fisher, Leia. Il y a donc une scène qui a fait pas mal de débats, c'est la scène où elle est dans l'espace et elle utilise la force pour s'en sortir. Est-ce que tu trouves ça cohérent par rapport aux autres Star Wars qu'on a vus, parce qu'on ne l'a jamais vu utiliser cette force à ce point-là? Il est vrai que je crois que dans le Retour du Jedi, Luke lui dit qu'elle a la force. Elle a la force en elle. Il lui dit
dans le retour du Jedi. Donc c'est normal qu'elle... Mais elle ne l'a jamais vraiment utilisé. Enfin, c'est la première fois qu'on le voit. Alors, Donc est-ce que ça ne t'a pas choqué? Parce que là, ce qu'elle fait dans le film, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que il faut se pencher dessus. D'abord, commencer à l'accepter. Il y en a qui l'ont trouvé ridicule. Bon, tant pis pour eux, tant mieux pour les autres. On peut quand même essayer de se souvenir de 3 points précis, si on veut vraiment rester dans les films qui ont été faits. Donc, depuis l'Empire contre-attaque, quand même, il y a un lien télépathique. Et c'est vraiment pas rien de se souvenir de ça. Il y a un lien télépathique entre Luke et Leia. Lorsque Luke est perdu, il vient de se jeter après la révélation énorme, il tombe dans le vide tellement il est pris de vertige, on va dire, c'est aussi ça le sens de cette scène, il tombe dans le vide et il s'accroche au dernier moment, la dernière chose qui existe, c'est l'une des antennes donc de la cité de Bespin. Ce qui le sauve, c'est le lien télépathique qu'il a avec Leia. Oui. Qui sait oui, non, mais exactement où aller les chercher. Elle a la c'est force. Extrêmement important parce que c'est exactement ce qui se passe entre Kylo Ren. Mais ça, ce qu'elle fait, c'est énorme là. Oui, mais c'est aussi une indication dès l'Empire contre-attaque de ce qui se passe entre Moi, ça ne m'a pas Kylo Ren gêné. et Rey. Kylo Ren et Rey ont le même. Je trouve même que la scène est belle, mais bon. Oui, en plus, on va dire pourquoi en plus. Mais c'est aussi carrément une indication dès l'Empire contre-attaque. C'est un peu prendre les choses à l'envers, mais c'est une indication dès l'Empire contre-attaque de ce qui va se passer entre Kylo Ren et Rey. C'est que finalement, plutôt à l'inverse, Kylo Ren et Rey ont un lien télépathique entre eux, ce qui est peut-être une indication sur quelle est leur nature véritable. Parce que moi, je pense que Kylo Ren lui ment quand il dit à Rey je connais tes parents, c'est dit rien du tout. Je crois qu'il lui ment. Donc tu penses que ce qu'elle dit, ce que Kylo Ren le dit par rapport à ses origines, à Rey, c'est du flan. Oui, pour l'instant, on n'en sait rien. Il ne reste. Il lui cache la vérité. Il n'y a qu'une seule blague. Parce que c'est vrai qu'il faut avouer que dans le précédent épisode, on a fait toute une théorie. Ce serait la fille de Luke. C'est tout à fait possible. Ça serait un truc de dingue, mais en fin de compte, il se trouve que Mark Hamill, dans une interview, dans un talk show, on pense qu'il l'a fait exprès. Lorsqu'il a parlé de son tournage, voilà. Il a grillé le truc en disant oui, tout s'est très bien passé dans le tournage avec ma collègue qui joue Rey. On pense qu'il l'a fait exprès. Mais maintenant, on verra si c'est qu'une blague ou pas, c'est tout à fait possible. Moi, en tout cas, là, ce lien télépathique entre Kylo Ren et Rey indique quand même, traditionnellement dans Star Wars, qu'il y a sûrement un lien filial. Voilà. Oui, après Snoke dit que c'est lui qui l'avait manipulé. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Alors on va parler maintenant de Snoke qui est le grand méchant. On pensait être le grand méchant. Sur Leia, oui. On se rend compte que ce n'est pas le cas là. Mais alors là, on va parler justement de la mort des personnages principaux. Snoke, qu'on pensait être le méchant de la nouvelle trilogie. En fin de compte, il faut dire ce qu'il est, il se fait tuer comme une merde. Je veux dire, il n'a rien vu venir, oui. Mais même moi, lorsque j'ai vu le film, mais il est mort. Ah oui. Moi, pourquoi? À ton avis, pourquoi? Parce que on peut pas. Pourquoi il n'y a pas eu un vrai combat épique? Pourquoi l'éliminer? Mais pas avec Snoke. Mais oui, pourquoi l'éliminer comme ça, de but en blanc? Lorsqu'on pensait que ce serait normalement le méchant, même si on comprend que c'est pour que Kylo Ren soit le méchant du prochain chapitre. Il sera le méchant, il n'y aura plus personne au-dessus de lui. Ok, c'est exactement ce que dit Rian Johnson. Alors après, on peut parler sur Luke Skywalker, et moi, ce qui m'a énormément gêné, c'est sa mort. Lorsque j'ai vu la scène, j'ai même pas compris vraiment s'il était mort, tellement elle est filmée de façon peu spectaculaire. Il y a pas on se souvient tous de la mort d'Han Solo dans le précédent épisode où là c'était le choc, c'était filmé avec une certaine emphase, il y avait la musique, il y avait tout ce qui est là. La façon dont est montrée la mort de Luke Skywalker. Alors, est-ce qu'il est mort d'ailleurs? On peut toujours débattre là-dessus, mais on va pas aller jusque là parce que je pense que la réponse sera dans le prochain épisode. Mais là, c'est vraiment très très peu spectaculaire. On est vraiment surpris. Moi, lorsque j'ai vu le film, au départ, je me dis, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt là? Ok. Restons encore une fois dans le film et dans ce que les personnages dans la narration voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient absolument pas ça. Luke Skywalker, il meurt pas comme ça. Il meurt dans son combat avec Kylo Ren. Tout le monde est témoin du fait qu'il meurt
dans son combat avec Kylo Ren. Hmm. Il se fait couper en deux, d'ailleurs, Hmm. par Kylo Ren. Ce que tout le monde voit, c'est ça. Hmm. Cette mort de Luke ésotérique, Hmm. personne ne la voit, juste nous. Mhm. Oui, bien Personne n'est sûr. au courant. Bien sûr. Et là, on revient au vrai thème du film, comme je disais, c'est la légende face à la réalité. La réalité, c'est qu'il meurt là. La réalité, c'est qu'il n'a jamais été là. Oui, bien sûr. Luke, c'est un mensonge, en fait. D'accord. Parce que tout ce que fait Luke, c'est un mensonge. Et en plus, lorsqu'il dit que... lorsque Rey... Faut dire qu'en plus, visiblement, il a eu cette idée-là via l'apparition de Yoda. Oui, parce que qui- Rey, qui- lui, qui lui là gonfle la aussi, tête quand même, pour lui, certaines lui personnes, insiste, l'apparition de Yoda est un peu artificielle. Mais bon. Ils se sont fait chier à aller le chercher, Yoda. Ils ont été Qui chercher en plus c'est exactement marrant, les mêmes techniciens qu'à c'est- l'époque. Oui, c'est une marionnette. Même oui. s'il y a une lueur Mm. bleue qui est mise sur lui, C'est la marionnette de c'est une Francoz. marionnette. En VO, c'est Francoz qui reprend sa voix. C'est Francoz qui remanipule la marionnette exactement comme à l'époque. Et dès la production, ils ont été chercher Donc, pour toi, c'est les pas- personnes Donc pour toi, d'origine qui ont recréé la marionnette. l'apparition de Yoda, c'est pas seulement du fan service. C'est pas seulement du fan service, c'est une indication absolument énorme parce que ça veut dire que Luke et Yoda se parlent depuis longtemps. Il y a une ellipse absolument énorme entre le retour de Jedi et le réveil de la Force. On sait que Luke est reclus sur cette île et effectivement, comme Yoda sur Dagobah, on peut se dire que Luke il dialogue avec Dagobah, avec Yoda. Tout comme Yoda révèle à la fin de l'épisode 3 qu'il dialoguait avec une autre Jin depuis le début. Luke Skywalker a sûrement reçu énormément d'informations de la part de Yoda. C'est aussi quelque chose qui est dit dans les canons bibliques de Star Wars. C'est que il y a une scène dialoguée dans laquelle Luke parle de Dark Sidious. Dark Sidious, il n'était même pas né du temps de Dark Sidious. C'est Yoda qui lui en a parlé. Puisque Luke Skywalker en parle. C'est Yoda qui lui en a parlé. Donc non, c'est pas que du fanservice. Yoda est bien là pour lui révéler, pour lui remettre les idées en place un petit peu aussi, comme il l'a toujours fait. D'accord. C'est extrêmement important pour la psychologie du personnage, parce que finalement, quand il demande à Rey qu'est-ce que c'est que la force pour toi, Rey lui dit soulever des pierres et manipuler les gens. Finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Luke il débarque pour manipuler tout le monde, et puis au final, Rey elle sauve tout le monde en soulevant des pierres. D'accord. Finalement, Luke a raison de dire que quand même la force c'est un petit peu plus que ça, mais finalement, ça se résume aussi à ça. Toujours le rapport entre la légende et la réalité. Luke, on peut se dire aussi quand même, moi je pense que c'est ça, il est mort d'épuisement. Il a tout donné pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire gagner du temps, c'est-à-dire faire face à Kylo Ren, faire naître une légende aussi. Ce qui est très important, parce que c'est la toute fin du film, faire naître une légende, et effectivement, faire gagner du temps à ce qui reste de la rébellion et de Leia pour qu'elle puisse s'enfuir. Il faut revenir sur les dés qu'il lui donne. Les dés, ils viennent du Faucon Millenium. On peut se dire que ce sont les dés qui ont permis à Han Solo de gagner le Faucon Millenium dans le jeu face à Lando. Donc ces dés, ils sont aussi symboliques. Il remet les dés... pour de vrai ou pour de faux, Leia, je pense qu'elle le sait, qu'elle a affaire à un hologramme. Enfin, un hologramme, je dirais une projection. Je sais pas. À mon avis, Leia, elle le sait. D'accord. Elle est seule à l'avoir touché, elle le sait, mais elle ne le dit pas, justement. Elle a compris, mais elle ne le dit pas. Les dés, ça signifie que il a été dans le Faucon Millenium. Et que le Faucon Millenium, pour Leia, il y a Rey dedans. D'accord. Donc Rey n'est pas loin, elle le sait. Ok. Donc elle sait qu'il y a un espoir pour s'enfuir. D'accord. Voilà. C'est tout ça que ça veut dire. On arrive tout doucement vers la conclusion de cette longue vidéo. J'espère que vous êtes toujours là, mais c'est important. C'est une vidéo, c'est un vidéo débat, donc c'est forcément que c'est beaucoup plus long que d'habitude. Quand on rentre dans les détails, on spoil à mort, mais sinon ça n'a aucun intérêt. On reste. C'est foutu. Voilà. Ceux qui l'ont pas vu. Donc voilà, on part. Ah oui, là, je pense que ceux qui n'ont pas vu le film, je vais avoir des commentaires de haine me concernant. Ça va être terrible. Mais voilà, bon, mais c'est évident, c'est un débat et la vidéo sort un mois après la sortie du film, c'est normal. Alors voilà, alors la fin. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de la fin? La vraie fin du film, c'est la fin ex-enfant. La vraie fin du film. D'abord, encore une fois, Star Wars, ça rime. Tous les films Star Wars se terminent, bon, à part Rogue One. Et encore, on finit sur Dark Vador, mais sur Leia. Tous les Star Wars ont pour dernier plan, montrent dans le dernier plan un Jedi. Voilà.
Le film se clôt comme ça sur un Jedi. Là, cette fin, bon, l'histoire est déjà finie, et tout d'un coup, on revient sur le gamin, là, sur Canto Bright, là, l'île Casino, le gamin qui raconte ce que Luke vient de faire là, face à Kylo Ren. Mhm. Et lui, il a des petites poupées physiques. Mhm. Voilà. Et il Mhm. dit aux autres, Luke, voilà ce qu'il a fait, c'est génial. Ça a marché. Le mensonge de Luke a marché. Oui, Pour tout oui. le monde, c'est bien ça qui s'est passé et rien d'autre. Mhm. Et ben c'est ça le réveil de la Force. C'est ça le réveil de la rébellion, qui est le sujet des 2 films pour l'instant qu'on a vu, le réveil de la Force, parce que finalement ce gamin, par le petit détail qu'on voit à la fin, c'est un Jedi. Et on est sûr aussi, parce que le film se termine sur lui, et que traditionnellement tous les Star Wars se finissent sur un Jedi, on peut se dire que ce gamin là c'est un Jedi. D'accord. Donc la rébellion est là, grâce à cet enfant Jedi, et c'est aussi le réveil de la Force. Il y a un petit côté lutte des classes aussi dans cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est aussi une sorte de révolte, c'est-à-dire que on a affaire la plus basse couche sociale de cette île Casino, les plus riches qui mettent des sous dans tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, c'est Mark Hamill qui joue le mec bourré là, qui met des pièces dans BB-8. C'est Mark Hamill qui fait la voix. Il y a un petit côté réveil de la Force. Et pour finir là-dessus, c'est ce que font Finn et Rose sur cette île-là, l'île Casino, n'est absolument pas inutile, puisque ça sert à ça. S'ils n'étaient pas intervenus, ils n'auraient pas libéré les gamins. Il n'y aurait pas eu de destruction, de lutte des classes là, physique, réelle. La lutte des classes, là, on la voit. Et cette fin, elle n'aurait pas lieu. Si Finn et Rose n'étaient pas intervenus, même si au final c'est un échec, il se passe ce qui se passe, il n'y aurait pas eu ce réveil de la Force et ce réveil de la rébellion, l'étincelle de la rébellion qui est là présente. D'accord. Ok, bon, on va peut-être conclure cette vidéo, cette longue vidéo. Je pense d'ailleurs, je remercie. Moins long que le film. Je remercie la personne, oui, toi qui es toujours là, oui. et qui a tenu le coup. Mais là, bon, là, c'était vidéo débat, on peut pas faire plus. Mais encore, on n'a pas dit plein de choses. Plus exhaustif. On est comme allé exhaustif, on est comme allé beaucoup plus loin que la plupart des vidéos sur le film. Et là, bon. Je pense que déjà, on est déjà à 35-40 minutes, je pense même 45, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo finale. Mais là, on va conclure. Si on veut finir sur une blague, la blague de Rian Johnson que je trouve très drôle, qu'il faut absolument dire. Dans tous les Star Wars, il y a la phrase dite par un personnage I have a bad feeling about this. Je sens mal commencer en français. Ouais. J'ai un mauvais pressentiment. Ce n'est pas dit dans le film, ça a été signifié à Rian Johnson. Et Rian Johnson, sa réponse, je la trouve très drôle, c'est de dire si. C'est dit à un moment dans le film, mais par BB-8. D'accord. D'accord. On peut le prendre au sérieux, maintenant il faut chercher dans le film quand est-ce que BB-8 peut dire cette phrase. J'ai un mauvais pressentiment. D'accord. La blague bon, finale. En tout cas, j'espère que cette première vidéo débat vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé. Dites-nous votre avis, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, on va vous dire ensemble, à une prochaine fois. Vous dit bye. Ah, je voulais. Est-ce que tu souhaites qu'on te... Oui, pourquoi pas. Mais est-ce que tu souhaites qu'on te retrouve sur Internet ou c'est pas la peine? J'ai pas grand-chose, mais disons que j'ai un compte Dailymotion qui s'appelle Averell Dalton, comme les Dalton dans Lucky Luke, et une chaîne YouTube qui s'appelle Averell Dalton aussi. Donc c'est facile à trouver, mais il n'y a pas grand-chose dessus encore. D'accord. Bon, en tout cas, je m'excuse encore pour les bruits de fond qu'il y a. C'est les inconvénients. On les entend pas. Mais je pense qu'on les entend. Le micro est assez... Je pense qu'on va les entendre, donc on s'excuse déjà d'avance, mais voilà, c'est une vidéo comme ça, en plan séquence, donc il n'y a pas le choix. En tout cas, on vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout, et on vous dit à une prochaine fois. Allez, bye!